En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika confirme qu'il prolongera son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel le 28 avril prochain. L'opposition soudanaise se réunit à Paris sur la crise au Soudan. Les assises interviennent 3 mois après le début des manifestations. Passage du cyclone Idai, le bilan pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique et au Zimbabwe. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a confirmé dans un message ce lundi qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel le 28 avril, et ce jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. Abdelaziz Bouteflika reste au pouvoir. Le président algérien a confirmé qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel jusqu'à un nouveau scrutin organisé à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. L'actuel mandat d'Abdelaziz Bouteflika expire constitutionnellement le 28 avril prochain et le président a annoncé le 11 mars dernier qu'il entend remettre ses pouvoirs à un successeur élu lors du scrutin qui sera organisé à l'issue d'une conférence nationale devant réformer l'Algérie et modifier la Constitution. La dite conférence sera chargée de changer le régime de gouvernance de l'Algérie et de renouveler ses systèmes politiques, économiques et sociaux. La dite conférence qui sera chargée de changer le régime de gouvernance de l'Algérie et de renouveler ses systèmes politiques, économiques et sociaux se tiendra dans un très proche avenir. Au pouvoir depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika est affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral qui l'ont empêché depuis 2013 de s'adresser de vive voix aux Algériens et ont rendu rares ses apparitions publiques. Cible depuis près d'un mois d'une contestation inédite depuis qu'il est au pouvoir, il a renoncé le 11 mars dernier à briguer un 5e mandat et a repoussé la présidentielle prévue le 18 avril jusqu'à la fin de la conférence nationale dont la date n'est pas fixée. Si un délai d'1 an a été parfois évoqué pour une transition du pouvoir, il paraît intenable à de nombreux observateurs vu l'ampleur de la tâche. Cela fait 3 mois que des centaines de Soudanais manifestent pour demander la démission du président Omar el-Béchir. Ce lundi encore, des manifestations ont eu lieu dans le quartier Bahari, dans le nord de la capitale, ainsi que dans le quartier de l'Université nationale. Pendant ce temps, une dizaine de partis d'opposition, de mouvements armés et de membres de la société civile sont réunis depuis hier à Paris, en France, pour discuter de la situation. Reportage. 3 mois déjà que les manifestations ont débuté au Soudan. 3 mois au cours desquels le mouvement de contestation n'a cessé de s'enfler. Le mot d'ordre est resté le même. Les manifestants réclament le départ du président, une requête non négociable pour Omar el-Béchir, face à qui les protestataires ne démordent pas. Le pays est donc plongé dans une impasse. Face à la situation, une dizaine de partis d'opposition, de mouvements armés et de membres de la société civile du Soudan se réunissent depuis lundi à Paris, la capitale française, pour discuter de la situation. 3 jours de discussion pour évoquer l'après Omar el-Béchir, trouver une position commune, faire des propositions concrètes en vue d'un changement de régime et apporter un soutien aux manifestants. La semaine dernière, le président soudanais a annoncé un nouveau gouvernement pour tenter d'apaiser la contestation. Il a également appelé l'opposition à discuter. Mais pour l'opposition, l'heure n'est plus au dialogue. Notons que tous les opposants sont regroupés au sein d'une coalition baptisée l'Appel du Soudan. Ils demandent un départ du président Omar el-Béchir ainsi que la mise sur pied d'un gouvernement de transition pour 4 ans avant de nouvelles élections. Ils appellent également les pays occidentaux, dont la France, à rompre avec le régime actuel. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décidé ce lundi de suspendre l'installation des sénateurs élus vendredi dernier. Cette décision fait suite aux accusations de corruption. En colère contre les élus de son propre camp, le président congolais Félix Tshisekedi a décidé de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus
et de renvoyer sine die l'élection des gouverneurs prévue le 26 mars. Il a aussi demandé au parquet de mener des enquêtes pour débusquer les élus trempés dans la corruption, les sénateurs et députés provinciaux, les corrupteurs et les corrompus, et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur par intérim, Basile Olongo, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle. Cette décision du chef de l'État s'explique par le fait que de grands électeurs, députés provinciaux de son parti, l'UDPS, sont accusés d'avoir vendu leur voix au candidat de l'ex-président Joseph Kabila, qui revendique plus de 2/3 des sièges au Sénat, élus au suffrage indirect. Mais dans un communiqué, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, le PPRD, entend des partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a rejeté en bloc les mesures liées au blocage de l'installation des sénateurs élus et au report de l'élection des gouverneurs des provinces. Avec une dizaine de sénateurs sur 108, selon les résultats de la commission électorale, le parti invite tous les sénateurs élus le 15 mars dernier à rejoindre au plus tôt le siège du Sénat en vue de la validation de leur mandat conformément à la Constitution. Ce journal se poursuit. Des équipes de secouristes recherchent encore des survivants du cyclone dévastateur qui a frappé le Mozambique jeudi dernier. Le bilan du passage du cyclone pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique et au Zimbabwe. Voici les images. Quelques jours après le passage du cyclone Ida, les équipes de secouristes sont toujours à pied d'œuvre à la quête de survivants. Le bilan du passage du cyclone dévastateur pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique et au Zimbabwe. La tempête a balayé le Mozambique et le Zimbabwe, emportant sur son passage routes, ponts, hôpitaux et écoles. Des rescapés ont trouvé refuge dans des arbres en attendant les secours. Des images aériennes transmises par l'organisation Mission Aviation Fellowship montrent également des dizaines de personnes bloquées sur les toits de bâtiments en dur entourés d'eau. Le cyclone Ida et ses vents d'une extrême violence associés à des pluies torrentielles se sont abattus sur le centre du Mozambique jeudi soir avant de poursuivre leur folle course au Zimbabwe voisin où on dénombre au moins 89 personnes tuées. Face à l'ampleur des dégâts, l'association médicale du Zimbabwe a lancé un appel aux volontaires pour venir en aide aux sinistrés et appeler aux dons de nourriture, d'eau, de gaz, de vêtements, de couvertures ou encore de tentes. Notons que les fortes pluies qui avaient précédé l'arrivée d'Ida avaient déjà fait au moins 122 morts au Mozambique et au Malawi qui a été épargné par Ida. Des gardes-côtes marocains ont secouru 53 migrants subsahariens en difficulté en Méditerranée. Ils ont également trouvé 3 corps sans vie à bord de l'embarcation. Reportage. Les migrants secourus par les gardes-côtes marocains voyageaient à bord d'une embarcation pneumatique dégonflée et certains se trouvaient dans un état de santé dégradé, a indiqué une source militaire. 3 corps ont été trouvés à bord de l'embarcation. Selon la source, ils ont été évacués à la morgue de l'hôpital de Nador. Cette opération de sauvetage, qui s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi au large de Nador, a dans un premier temps été rendue publique par l'association locale Caminando Fronteras sur son compte Twitter, puis confirmée par les autorités marocaines. Par ailleurs, les autorités marocaines ont annoncé ce lundi avoir interpellé 4 suspects à Nador pour leur lien présumé avec un réseau criminel spécialisé dans la migration illégale et le trafic de drogue, selon l'agence officielle MAP. L'opération a notamment permis de saisir 3 embarcations d'importantes sommes d'argent en monnaie nationale et européenne et des reçus de transfert d'argent, selon la même source. Les traversées de migrants, souvent très jeunes et très nombreux sur des embarcations fragiles, sont passées de près de 22 000 en 2017 à quasiment 57 500 en 2018, selon un bilan publié début mars par le ministre de l'Intérieur espagnol. Face au flux de migrants, l'Union européenne a débloqué l'an dernier une enveloppe de 140 millions d'euros pour aider le Royaume à faire face à la migration clandestine, démanteler les réseaux de trafiquants et protéger les migrants vulnérables. Le Premier ministre camerounais est arrivé dans la capitale économique du Cameroun, Douala, pour parrainer le Cameroun Business Forum. À l'occasion, il s'est rendu au marché Congo afin de constater les dégâts causés par l'incendie survenu le vendredi 15 mars dernier. Le point avec Narcissoum.
Le Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, a touché du doigt la réalité des 2 sites d'incendie survenus le 24 février et 15 mars 2019 au marché Congo de Douala. De passage sur les lieux du sinistre, Joseph Diongouté a constaté l'ampleur des dégâts. Depuis quelques mois, quelques semaines même, nous avons eu 2 incendies majeurs qui a connu une grande perte de la part des commerçants. Et nous ne voulons plus que ce genre de situations arrivent. C'est pour cela que je suis venu voir moi-même. À cet effet, le Premier ministre a pu par la même occasion découvrir la maquette du futur marché Congo et il s'en est en réjoui. Je ferai tout très rapidement, ce qui m'incombe, pour m'assurer que ce projet démarre aussi rapidement que possible et que d'ici très peu, nous ne connaissions plus ce genre de situation extrêmement malheureuse. Les causes de ces 2 derniers incendies, qui s'ajoutent à une kyrielle d'autres, restent à élucider. Nous, on a passé nuit sans lumière. C'est revenu et c'est reparti, c'est revenu et puis ça fait l'éclat. L'éclat, à l'intérieur d'une boutique, il y avait un éclat, je pense que des bouteilles à gaz. Toutefois, d'après certaines informations recueillies dans le couloir de la communauté urbaine de Douala, les commerçants sinistrés devraient provisoirement occuper l'espace TSF situé au quartier Noubel. Rappelons que le marché Congo représente un fort potentiel pour l'économie du Cameroun. Il est généralement connu pour sa richesse en ce qui concerne le commerce du tissu. Et pour finir, hors de l'Afrique, la police néerlandaise a arrêté ce lundi un homme originaire de Turquie soupçonné d'avoir commis une probable attaque terroriste en ouvrant le feu dans un tramway à Utrecht. L'attaque a fait 3 morts et 5 blessés. Après l'arrestation d'un homme originaire de Turquie, soupçonné d'avoir ouvert le feu dans un tramway à Utrecht, faisant 3 morts et 5 blessés, les autorités néerlandaises privilégient la piste terroriste, sans exclure un différend familial. Mais alors que l'enquête se poursuit, le Premier ministre Mark Rutte a affirmé qu'on ne peut exclure d'autres motifs, notamment une dispute familiale. Il y a beaucoup de questions et de rumeurs, a-t-il dit lors d'une conférence de presse à La Haye. Ce lundi matin, un homme a tiré dans un tramway du centre de cette ville, l'une des plus importantes du pays. Des témoins ont rapporté que le tireur avait pris pour cible une femme et des personnes tentant de l'aider. En début d'après-midi, les autorités ont rendu publique la photo d'un homme aux cheveux courts portant un blouson bleu tiré d'une caméra de vidéosurveillance du tramway. S'en est alors suivi une véritable chasse à l'homme qui a abouti à l'interpellation Gokmen Tanis. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à demain.